Oui, bien sûr, je fais tout à fait un lien. Moi, je l'avais dit dans le Figaro en 2021, il y aura une génération de jeunes ou déprimés ou très violents. On a énormément de dépression, c'est la catégorie de la population qui va le plus mal, qui est le plus sous psychotrope même. Alors, il y a eu évidemment le Covid, où on les a privés de tout ce dont ils avaient besoin pour devenir des adultes équilibrés au nom de ne pas tuer les personnes âgées, etc. Donc, on a enlevé les interdits structurants, la compétition sportive, les cours, la relation avec les pairs, le développement des compétences sociales, avec des choses très coercitives, très infantilisantes, très culpabilisantes, tu vas tuer papy et mamie, etc. Donc ça, c'était déjà terrible. Mais je crois aussi qu'il y avait eu un autre pas de franchi précédemment entre 2000 et 2010, où on ne s'est pas rendu compte avec l'arrivée des technologies et de l'optimisme technologique de ce qu'on était en train de mettre dans les mains de nos enfants. Et à quel point ça allait gommer la frontière entre le bien et le mal, entre le virtuel et le réel, entre la vie et la mort. Quand j'intervenais en début de semaine au Parlement européen sur l'impact des images porno sur le cerveau des mineurs, c'est parce qu'il faut bien comprendre que quand un enfant est soumis aux mêmes images qu'un adulte, il ne peut pas en faire la même chose. Et que pour s'approprier des choses violentes ou des choses qui le dépassent ou des choses qu'il ne comprend pas, quelle que soit la nature de cette violence, il est tenté de le reproduire. Vous parliez de mimétisme, il y a un mimétisme du désir, mais il y a un mimétisme de la haine. Une psychothérapeute fracasse les tabous. Marie-Estelle Dupont, spécialiste des jeunes générations, tire la sonnette d'alarme. Entre le traumatisme du Covid, isolement, suppression des interdits structurants, culpabilisation et l'irruption des technologies numériques, pornographie précoce, confusion virtuelle réelle, une génération entière est en détresse. Dépression, violence mimétique, perte des repères moraux. Elle dénonce un effondrement silencieux, amplifié par l'exposition précoce à des contenus violents ou inappropriés. Les enfants reproduisent ce qu'ils voient, la haine devient un jeu, alerte-t-elle. Un cri d'urgence pour comprendre l'impact de nos choix éducatifs et technologiques sur l'avenir. Dupont, vous venez à nous voir depuis de nombreuses années et pendant le Covid, vous aviez tiré la sonnette d'alarme. Vous aviez dit attention, la santé mentale des enfants, on est en train de les détraquer, ces gosses. Vous l'avez dit, redit en permanence. Je ne veux pas dire que personne ne vous écoutait. Ici, on vous écoutait, en tout cas. Et aujourd'hui, on a le sentiment de ravage chez une jeune génération qu'on a mis devant des écrans. Aujourd'hui, on ne veut plus qu'ils soient devant des écrans, mais on les a mis devant des écrans pendant des semaines, des mois, et qu'il s'est passé quelque chose. Bon, est-ce que vous faites un lien entre ce qui s'est passé ces dernières années et ce qu'on observe aujourd'hui ? Oui, bien sûr, je fais tout à fait un lien. Moi, je l'avais dit dans le Figaro en 2021, il y aura une génération de jeunes ou déprimés ou très violents. On a énormément de dépression, c'est la catégorie de la population qui va le plus mal, qui est le plus sous psychotrope même. Donc c'est quand même très préoccupant et évidemment énormément de violence. Alors je crois qu'il y a eu plusieurs moments dans notre société qui ont conduit à cela. Parce que c'est intéressant que le procureur rappelle qu'il n'a pas d'antécédent juridique, mais pas non plus de problème psychiatrique. C'est-à-dire que la catégorie du mal et la catégorie de la maladie mentale ne sont pas des catégories qui sont identiques et qui se superposent complètement. Le mal peut surgir sans qu'il y ait l'excuse de la maladie mentale et on aimerait bien se consoler avec de la psychiatrie, mais ce n'est pas toujours possible. En revanche, la société, elle est de toute évidence malade. Et les enfants, vous savez que les enfants dans une famille dysfonctionnelle, souvent, c'est eux qui portent le symptôme. C'est-à-dire la famille va bien dans son délire et c'est l'enfant qui voudrait être sain qui développe un symptôme. Et ben, je crois que notre société est comme une famille malade dont certains jeunes manifestent la symptomatologie. Alors, il y a eu évidemment le Covid, où on les a privés de tout ce dont ils avaient besoin pour devenir des adultes équilibrés au nom de ne pas tuer les personnes âgées, etc. Donc, on a enlevé les interdits structurants, la compétition sportive, les cours, la relation avec les pairs, le développement des compétences sociales, avec des choses très coercitives, très infantilisantes, très culpabilisantes, tu vas tuer papy et mamie, etc. Donc ça, c'était déjà terrible. Mais je crois aussi qu'il y avait eu un autre pas de franchi précédemment entre 2000 et 2010, où on ne s'est pas rendu compte avec l'arrivée des technologies et de l'optimisme technologique de ce qu'on était en train de mettre dans les mains de nos enfants. Et à quel point ça allait gommer la frontière entre le bien et le mal, entre le virtuel et le réel, entre la vie et la mort. Et je crois que c'était ces deux étapes des conséquences d'un moment qui est là depuis les années 70, où en fait on a fait sauter toute la colonne vertébrale de la société. Parce qu'on a horizontalisé complètement la relation entre les adultes et les enfants, au nom du jouir sans entrave. Donc les enfants et les ados seraient des adultes comme les autres.
Non, ce n'est pas le cas et ils n'ont pas de discernement et ils ne peuvent pas anticiper les conséquences de leurs actes. On a fait sauter les interdits structurants, on a tué toutes les figures d'autorité, on s'est mis à mépriser la connaissance, l'idéologie est rentrée à l'école et donc de proche en proche, on a tordu complètement notre anthropologie. On a mis en place une société où le paraître et l'avoir est beaucoup plus important que la pensée, l'imaginaire et les cadres symboliques. Si bien qu'on a des jeunes aujourd'hui, on le voit en thérapie, nous on est en difficulté parce qu'ils n'ont pas de vocabulaire. Donc, quand ils vont mal, ils disent « je vais mal, mais je me sens vide ». Et quand on leur dit « il y a quoi dans ce vide ?», il n'y a pas de mots pour qualifier le vide. Ce qui veut dire que toutes leurs émotions négatives, toutes leurs pulsions, toutes leurs frustrations, ils sont obligés de les agir parce qu'on leur donne plus de support imaginaire et symbolique pour élaborer dans l'humour, élaborer dans le récit. Et c'est ça qui est très préoccupant, c'est que je crois qu'on est passé d'une société du langage et du récit à une société de l'algorithme. Et l'algorithme, il conduit à de la violence. Est-ce que le mal existe ? Ah bah ça démarre mal. Le mal existe. Le mal existe, la barbarie existe, d'accord. Il peut surgir. Je vous assure, et si le bien et le mal n'existent pas ? C'est peut-être pour ça que les enfants vont mal. C'est parce qu'ils vivent dans une société où on a aboli la différence entre le bien et le mal. Ce qui me frappe... Quand je dis est-ce que le mal existe, ma question est une réponse. C'est-à-dire, oui, le mal peut surgir. Et quand on met au monde un enfant, ce qui est angoissant quand on devient parent, c'est qu'on sait que cet enfant va subir le mal et va commettre le mal. Donc ensuite, on réduit les chances de manifestation du mal par ce qu'on appelle l'éducation. L'éducation, c'est jusqu'à 24 ans, jusqu'à maturité du cerveau, où on est évidemment co-responsable des actes de notre enfant, puisqu'il n'est pas en capacité de discerner. Et quand j'intervenais en début de semaine au Parlement européen sur l'impact des images porno sur le cerveau des mineurs, c'est parce qu'il faut bien comprendre que quand un enfant est soumis aux mêmes images qu'un adulte, il ne peut pas en faire la même chose. Et que pour s'approprier des choses violentes ou des choses qui le dépassent ou des choses qu'il ne comprend pas, quelle que soit la nature de cette violence, il est tenté de le reproduire. Vous parliez de mimétisme, il y a un mimétisme du désir, mais il y a un mimétisme de la haine. Et donc, il appartient aux parents d'être ce qu'on appelle en psychologie le par-excitation, c'est-à-dire de protéger l'enfant d'un contact trop cru avec des réalités qu'il ne peut pas gérer le temps qu'il construise ses cadres internes. Et ma question, alors ? Donc moi, j'essaye de faire de mon mieux avec mes fils. Je ne pourrais en aucun cas vous dire avec certitude que jamais je connaîtrai un suicide dans la famille ou que jamais je connaîtrai un meurtre dans la famille. J'aimerais bien pouvoir me le dire, mais je vous assure que les parents qui ont des enfants qui se suicident ou qui tuent ne l'ont pas vu venir. Ça peut arriver dans n'importe quelle famille, même si vous avez tout à fait raison de dire que l'éducation constitue une sorte de bienfaisante tutelle, mais le surgissement à un moment d'une liberté, d'une perversion, même dans les familles où l'éducation paraît la plus performante possible, est inévitable. Ça me paraît une évidence. Sinon, l'éducation serait une science exacte. Les procédures que l'on a lorsqu'on a des affaires d'assises, justement, où on a des actes commis, où on a des actes commis notamment par des mineurs, mais même par des jeunes hommes, il n'y a pas forcément des clignotants qui alertent. Voilà, c'est que ça surgit. Alors parfois, enfin, je ne sais pas ce que vous allez dire, je reste moi vraiment à ma place, c'est que nous, nous en tant qu'avocats, on lit avec beaucoup d'intérêt les rapports d'expertise qui sont faits psychologiques et psychiatriques parce qu'ils nous guident aussi sur le développement de la personnalité, sur la personnalité de l'enfant. Ils sont crédibles, parce que moi on me dit parfois que le psy voit la personne 2 heures et fait un... ça dépend encore une fois... de la qualité de la psychologue ou du psychologue. Et de la conscience professionnelle. Moi j'ai eu un dossier sur un jeune enfant qui était... Enfin, sur un jeune homme, pardon, qui était diagnostiqué schizophrène paranoïde. Il y avait des expertises qui qui étaient divergentes parce que certains disaient qu'il y avait une abolition du discernement et d'autres experts qui disaient qu'il y avait une altération, c'est-à-dire abolition irresponsable, altération en partie responsable. Eh bien, il y avait un expert, il l'avait vu par visioconférence, une demi-heure. Bon, voilà. Donc ça marche pas. Voilà. Alors qu'un autre, il y est allé 3 fois de suite.